Enchanté, je vais vous parler des communs numériques, mais je vais vous parler des communs numériques spécifiquement dans le monde de la santé et selon le point de vue du Health Data Hub. Donc, sans surprise, je vais commencer par une brève introduction de ce qu'est le Health Data Hub et pourquoi, d'une certaine manière, on va être amené, nous, au sein de notre structure, à toucher du doigt le concept du commun numérique, comment on participe finalement dans le monde de la santé au développement de communs numériques. Évidemment, ensuite, je vais vous faire une brève présentation de ce qu'est un commun numérique, en tout cas de manière très humble sur notre compréhension au sein du Health Data Hub. Et surtout, je vais essayer de vous illustrer concrètement comment on œuvre dans cette dynamique à travers un certain nombre de cas d'usage, de produits qu'on a réalisés et qu'on essaie d'ouvrir, de partager à l'écosystème. Alors, le Health Data Hub, il est né d'un constat, un constat qui est assez simple, c'est les données de santé françaises, c'est un patrimoine, c'est un asset qui est extrêmement important dans le monde de la recherche notamment. Sauf que, même si on a tous conscience finalement de la richesse qu'a la France dans ce domaine-là, il faut savoir que la France est l'un des pays au monde qui a le plus de données de santé structurées, rassemblées à un endroit disponible pour la recherche. Le problème, c'est que l'accès à ces données pose problème, ou en tout cas poser problème pendant un certain moment et a commencé en fait à lever pas mal de questions. Donc évidemment, il y avait des acteurs qui participaient à cette ouverture, mais on voulait, parce que l'usage commençait à se développer, parce que la volonté des chercheurs commençait à se renforcer, ouvrir plus simplement, partager plus rapidement ces données. Et donc, sur la base de ce constat, la directrice du Health Data Hub, Stéphanie Combe, a été missionnée pour d'abord réfléchir à la question à travers un rapport de préfiguration et ensuite de créer en fait une structure, donc un groupement d'intérêt public, le Health Data Hub en 2019, pour pouvoir répondre ou en tout cas apporter un certain nombre de réponses à cette question qui est comment faciliter, accélérer l'accès aux données de santé dans un cadre de la recherche. Donc, la réponse, elle a été assez logique. Hein. L'objectif, ça a été de créer un guichet unique, donc de centraliser les demandes pour accéder aux données de santé, de fournir une plateforme technologique à l'état de l'art pour permettre aux équipes de recherche qui ne sont pas forcément équipées techniquement pour gérer des données qui sont sensibles. On parle de données de santé personnelles, donc avec un certain nombre de mesures de sécurité, mais elles restent personnelles. Et donc, il faut une plateforme sécurisée à l'état de l'art pour pouvoir, dans un cadre de sécurité, réaliser les projets de recherche avec potentiellement les nouvelles technologies que maintenant la science offre, et notamment l'apprentissage automatique, donc le machine learning, etc. Et évidemment, c'est bien d'avoir un accès unique, c'est bien d'avoir une plateforme, il faut aussi des données. Et donc, le troisième grand axe, on va dire, d'effort au niveau du Health Data Hub, c'est de venir rassembler des données de santé, et notamment en se basant sur une base principale assez connue dans le monde de la recherche en santé, qui est le Système national des données de santé, donc le SNDS, qui est une base médico-administrative, mais qui rassemble la quasi-totalité des données de santé des Français, et notamment autour de l'interaction avec l'assurance maladie. Donc à chaque fois que vous utilisez concrètement votre carte vitale pour acheter des médicaments, pour avoir accès à un certain nombre de soins, en fait ces données elles sont récupérées, elles sont centralisées et elles sont sous certaines conditions qui sont assez strictes, éthiques, scientifiques et évidemment en respect avec la protection des données personnelles, ouvertes à des équipes de recherche pour des objectifs spécifiques et donc pour faire avancer de manière générale la recherche en santé. Alors, de manière un peu plus concrète, le Health Data Hub, c'est donc une structure qui est apparue grâce au rapport Villani, donc vraiment dans une logique de stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, très axée dans le monde de la santé, et avec, en lien fort avec la feuille de route du numérique en santé. Donc vraiment une structure étatique avec une mission qui est assez claire et sur laquelle on a pas mal œuvré ces dernières années. Concrètement, finalement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on livre comme service? On va prendre un exemple qui est l'un des projets phares, un des premiers aussi à être arrivé sur la plateforme, c'est celui d'un projet qui s'appelle Hydro, donc porté par une start-up. Donc évidemment, hein, les chercheurs, on ne les trouve pas que dans le monde public, on les trouve aussi dans le monde privé. Et l'objectif, c'est d'embrasser cette diversité. Et donc, la start-up la start-up Implicity, à travers son projet Hydro, avait un objectif qui était celui de récupérer des données pour permettre de
prévoir en avance des risques d'insuffisance cardiaque qui mènent à une hospitalisation. Donc, de leur côté, c'est une start-up qui fournit un software qui permet en fait de gérer des pacemakers. Donc ils vont avoir ces données-là. Par contre, ils n'ont aucune idée finalement de quand est-ce qu'il y a une hospitalisation. Donc, il leur manque des informations critiques pour pouvoir développer un service qui a un vrai apport finalement aux patients finaux, être capable de prévenir un risque de santé grave qui est une hospitalisation. Idéalement, si on est capable d'avoir le bon niveau de soins avant, on évite un certain nombre de problèmes de santé. Et donc, en fait, ils avaient leurs propres données, mais il leur manquait des données. Et la stratégie du Health Data Hub, ça a vraiment été de récupérer les données d'Implicity, de récupérer les données qui leur manquaient, qui venaient finalement, qu'on pouvait trouver au sein du SNDS, en collaboration avec la CNAM, donc, qui est l'institut qui gère cette base du Système national des données de santé. Et ensemble, récupérer ces informations, les stocker au sein de la plateforme technologique du Health Data Hub, donc qui a ce niveau de sécurité suffisant pour pouvoir stocker ces données sensibles, mais aussi réaliser ce type d'analyse, d'appareiller de manière probabiliste les deux bases, donc celle de la startup Implicity et celle du SNDS, et de permettre de développer ces algorithmes avancés. Et donc, c'est un projet qui a mené finalement à la création d'un produit qui va bientôt être intégré dans la suite de la startup Implicity et qui va permettre potentiellement d'apporter un niveau de service bien supérieur aux utilisateurs. Donc, concrètement, c'est récupérer des données, leur permettre de les appareiller ensemble et de développer des sujets ou de mener des études qui vont avoir un fort impact sur la vie des gens. Donc, au sein du Health Data Hub, on a dû finalement se structurer assez rapidement. Et alors pourquoi je vous présente un peu cette slide plus du dynamisme autour du Health Data Hub. Donc, le Health Data Hub, on peut le voir comme une sorte de start-up publique qui est maintenant en train d'arriver au niveau de la scale-up d'une certaine manière. Donc c'est une start-up qui est assez jeune, c'est une structure qui est assez jeune, qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, et qui a dû se structurer très rapidement. Donc au début, on a eu une logique vraiment de lancer des projets, d'essayer vraiment d'apporter ce niveau de service au niveau national avec beaucoup d'efforts. Et maintenant, on arrive sur une phase finalement de structuration. Donc on est dans la phase plutôt de scale-up, et c'est une phase qui est notamment intéressante pour notre sujet parce que c'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à se poser et à réfléchir, structurer notre approche autour des différentes thématiques qu'on aborde, et notamment les thématiques des communs numériques. Alors, les communs numériques, c'est quoi? De manière très simple, finalement, on peut se rabattre sur la description ou la définition qu'on peut retrouver sur Internet, assez simple. Hein. C'est un commun déjà, donc c'est un objet qui va être, donc c'est une ressource produite et ou entretenu collectivement par une communauté d'acteurs hétérogènes, gouvernée par des règles qui lui assurent son caractère collectif et partagé. Je vais essayer ensuite de vous le traduire avec des mots qui sont les nôtres ensuite. Donc on parle de commun et on va parler aussi de commun numérique. Et donc évidemment, numérique renvoie à des ressources qui vont être dématérialisées. Donc on va parler de logiciels, de bases de données, de contenu numérique, des images, des textes, etc. etc. Et donc, très concrètement, c'est des éléments en fait, avec lesquels vous interagissez en fait, à travers votre vie de tous les jours, mais constamment. On va parler par exemple au niveau des logiciels, on va retrouver la suite Linux, on va retrouver Firefox, on va retrouver Wikipédia, donc qui n'a jamais été sur Wikipédia. Donc c'est vraiment des choses qui sont inscrites dans la vie de tous les jours. Et ensuite, si on regarde d'un point de vue plus base de données, on va retrouver peut-être des bases qui vous parlent légèrement moins, mais qui sont partie prenante en fait, encore une fois, de votre vie de tous les jours, parce que ce sont des informations qui nourrissent les startups, les entreprises qui vous fournissent un certain nombre de services. Et notamment, on va parler des données géographiques, de OpenStreetMap, ou les données plutôt sur les produits alimentaires avec Open Food Facts, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des objets qui font partie de la vie de tous les jours, qui sont visibles ou non, mais qui sont importants. Et en fait, quand on commence à regarder des communs numériques, en fait, nous, au Health Data Hub, on commence à se poser 3 questions. Finalement, il va y avoir toute une réflexion autour de l'objet en tant que tel, donc la base de données, le logiciel. Il va y avoir toute une réflexion sur la plateforme à travers laquelle on va la partager, donc plutôt les éléments techniques concrètement qui vont nous permettre d'ouvrir cet élément, et ensuite de la partie plus d'organisation autour, donc la gouvernance, les modalités de partage. Donc c'est autour de ces 3 grandes thématiques qu'on essaie de réfléchir et d'aborder ce concept, notamment à travers l'objet. Donc si on regarde, si on pense aux données,
on va se poser des questions sur finalement quelles sont les informations qu'il faut mettre autour des données, donc ce qu'on appelle les métadonnées. Donc quel est le bon niveau d'information pour s'assurer que les gens puissent comprendre ce que sont les données et comment elles ont été produites, à quelle finalité elles peuvent être utilisées dans un premier temps, à travers un objet technique qui va permettre de partager ces données, comment s'assurer finalement que l'écosystème peut accéder à ces données réellement. Donc ce n'est pas caché quelque part au fin fond du net, que ça soit visible, que ça soit accessible, notamment quand on parle de données extrêmement volumineuses. Nous, au sein du Health Data Hub, des fois on traite des données de plusieurs centaines de téraoctets en termes de volume, donc c'est des choses assez conséquentes. Et enfin, en termes de mode de fonctionnement, finalement on va se poser la question de comment maintenir ce commun numérique à travers le temps, comment s'assurer qu'il soit réellement partageable, c'est-à-dire on va parler de licences et d'éléments de cette manière-là. Donc sans rentrer trop dans les détails, on a ces 3 grandes thématiques qui sont importantes et qu'on essaie d'adresser pour chacun des communs numériques que je vais vous présenter un peu après. Et donc finalement les communs numériques dans le monde de la santé, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été identifié par l'État comme étant extrêmement important. Et donc si on regarde un petit peu plus la partie légale ou juridique qui encadre ces éléments-là, on va avoir un premier élément qui va vraiment qui va insuffler cette dynamique dans le monde public. Donc c'est la loi pour la République numérique en 2016 et qui a dit quelque chose, donc qui n'est pas toujours appliqué malheureusement, mais qui était que finalement toutes les données, tous les communs numériques qui sont produits dans le monde public ou qui sont d'intérêt général doivent être ouvertes. Ce n'est pas, on va dire, un beau geste que les instituts publics, que les organismes publics doivent faire. Non, c'est par définition, ils doivent pouvoir être ouverts s'ils peuvent l'être, dans un cadre en assurant qu'ils soient anonymes quand c'est des éléments publics, etc. Ou qu'ils soient partagés au moins au sein des organismes publics. En fait, ils ont identifié qu'il y avait beaucoup de pertes de puissance à cause du manque de partage. Ensuite, cette loi numérique, elle a été renforcée par la mission Botorel, qui est finalement venue faire un constat après donc ces 4 années d'application de la loi, un constat qui n'a pas été, on va dire, parfait. Ils ont remarqué qu'il y avait quand même quelques trous dans la raquette, et notamment ce constat a donné lieu à plusieurs recommandations qui ont permis de renforcer encore une fois cette volonté et de la concrétiser à travers des actions fortes. Notamment, et ça sera le dernier point, à travers finalement le renforcement, la création de certaines actions autour, notamment de l'identification de l'AMDAC, qui est donc la personne en charge donc l'administrateur ministériel en charge des données, des algorithmes et du code source. Et donc ce sont des personnes au sein des grandes institutions publiques qui vont motiver, qui vont créer un dynamisme pour favoriser l'ouverture de ces éléments. L'ouverture et le partage de ces éléments. Évidemment, on fait partie de cette dynamique et on travaille de concert avec beaucoup d'autres partenaires pour s'assurer que cette dynamique, elle prenne et qu'elle avance. Alors, je vous ai parlé un peu de théorie, je vous ai parlé de pas mal de concepts, et je vais essayer maintenant de vous donner des exemples extrêmement concrets, donc de projets et de produits qu'on va réaliser au sein du Health Data Hub et qu'on va essayer d'ouvrir. Donc vraiment des communs numériques, et je vais essayer d'ailleurs de zoomer sur un commun en particulier qui est assez intéressant et de vous expliquer un peu toute la logique qu'on a suivie pour créer et pour ouvrir ensuite ce commun numérique. Alors, au sein du Health Data Hub, on va réfléchir finalement autour de 3 grandes thématiques et on va avoir une dynamique d'animation pour animer ces 3 grandes thématiques. Donc, on va avoir d'abord une réflexion autour des connaissances. Donc, comment réussir à ouvrir, à partager les connaissances autour de ces communs numériques. Dans un deuxième temps, on va réfléchir autour des données. Évidemment, Health Data Hub, c'est quelque chose qui nous est extrêmement important. On va essayer de venir créer un certain nombre de données et on va essayer de les ouvrir. Et enfin, on va essayer aussi de créer un certain nombre de programmes, donc que ce soit des algorithmes ou des codes sources, et essayer de les ouvrir à l'écosystème. Concrètement, et évidemment, c'est une logique qui est faite de manière partenariale. Donc on a beaucoup d'acteurs avec lesquels on travaille. Je ne vais pas tous les citer, mais évidemment, il y a la CNAM, il y a la TIH, etc., et qui participent finalement à ce dynamisme, à la co-création de ces communs numériques, au partage, à l'ouverture, à la communication sur ces communs numériques. Évidemment, ce sont des éléments qui ne peuvent pas réellement, ou en tout cas de manière impactante, être créés tout seul dans son coin. Il faut que ça soit dans une logique partenariale. Donc maintenant, quand on va parler des connaissances,
on a un élément qui est structurant et qui est assez intéressant parce qu'il est dans une dynamique finalement nationale, mais qui est en train de s'ouvrir dans une dynamique internationale et notamment européenne. C'est celui des informations sur les données, donc les métadonnées. Et donc, dans cette dynamique-là, on est en train de travailler, on est en train de finalement de développer un catalogue de métadonnées. D'ailleurs, c'est dans le cadre du grand projet de l'espace européen des données de santé, notamment la préfiguration de cet espace sur lequel on est fortement impliqué au sein du Health Data Hub. Et l'objectif, ça va être de créer ces informations, ce modèle de description de données sur la base d'un standard qui sera un standard européen implémenté dans chacun des pays et qui va permettre d'apporter finalement une information structurée et partagée sur les données de santé en Europe. Et donc la création de ce standard finalement de métadonnées, de l'objet pour partager et pour ouvrir cette connaissance, qui est le catalogue de métadonnées, et ça va être quelque chose qui va être évidemment ouvert, mis à disposition de l'intégralité des acteurs français et potentiellement européens qui voudront s'en servir. Et autour de ces métadonnées, évidemment, avoir plein de petits critères qui viennent décrire les données, c'est peut-être un peu complexe à appréhender. Et pour les bases principales, notamment le SNDS, comme vous pouvez le voir, on a essayé de rajouter des informations, donc des connaissances plus accessibles, plus simples à appréhender, comme une documentation explicite du SNDS, un dictionnaire interactif, donc vraiment de voir l'arborescence de cette base de données qui est assez conséquente. On parle de 200 tables, 4000 variables, donc plusieurs centaines de terras en termes de volume. Donc c'est difficile. Il y a même des personnes spécialisées dans la manipulation de cette base de données. Et enfin, une cartographie, cette fois-ci non pas des données, mais de ce qu'on en fait. Donc c'est-à-dire des publications qui tournent autour de cette base du SNDS avec une volonté finalement d'ouvrir cette logique, non pas juste au SNDS, mais à toutes les bases qu'on viendra ensuite ajouter dans notre catalogue. On va avoir une démarche un peu similaire au niveau des données, donc génération de données synthétiques, création de data challenge pour générer des bases de données qui seront ensuite ouvertes, et pareil au niveau des programmes. Et ici, je vais essayer de m'appesantir un petit peu sur l'une des initiatives qui est celle de la création d'algorithmes de ciblage sur le SNDS. Donc le SNDS, encore une fois, une base extrêmement complexe à manipuler, très volumineuse, et il y a un intérêt important à être capable d'identifier des populations au sein de ce SNDS. Parce qu'en identifiant ces populations, on est capable de réaliser des études épidémiologiques, etc. dessus. Par contre, la façon dont on va identifier une population, très souvent, en fait, elle est commune en termes conceptuels. Donc, par exemple, dans l'absolu, on aimerait avoir un seul algorithme pour identifier des diabétiques. Il se trouve que que chaque étude, très souvent, va refaire l'effort et potentiellement arriver à des populations qui diffèrent légèrement. Parce que tout simplement, il n'y a pas, dans la plupart des cas, une variable simple au sein de la base du SNDS qui va dire, bon bah voilà, cela c'est les personnes qui concernent votre étude. Et donc, sur la base de ce constat, étant donné des efforts qui avaient déjà été réalisés par un certain nombre d'acteurs, nous on va venir, et on va venir financer. On a lancé un programme qui vise à financer la création d'algorithmes de ciblage, donc à travers le grand programme BOA, qui vont être cette fois-ci développés sur un certain nombre de thématiques. Donc on est à la deuxième vague, on est en train de lancer la troisième vague de financement pour la création de ces algorithmes de ciblage, mais on va les ouvrir. Et ça a une grande différence, donc encore une fois en partenariat avec certains acteurs qui étaient déjà dans cette dynamique, mais la grande différence c'est que ces algorithmes ils vont être ouverts, donc ils vont être ouverts aussi aux yeux et à l'expertise de toute la communauté de santé en France, qui vont être capables de dire, bon bah en fait, peut-être qu'on peut l'améliorer de cette manière, peut-être on peut le maintenir de cette manière, parce que les données évoluent à travers le temps. Et ça va permettre de créer des standards sur lesquels l'écosystème de la recherche pourra s'appuyer pour mener plus rapidement et de manière plus impactante leurs projets de recherche. Et enfin, évidemment, tout cet effort de création de communs numériques, elle doit être animée, elle doit être maintenue, c'est une dynamique qu'il faut entretenir à travers des forums d'entraide, des meet-ups qu'on organise de manière assez régulière et encore une fois ouverte à tous. Et voilà, en termes de présentation, je pense être à peu près dans les clous d'un point de vue temps. Est-ce que vous avez des questions ? C'est une question toute simple, c'est juste pour savoir c'est porté par qui, l'incubateur des ministères sociaux, ou je sais pas, parce que voilà, juste savoir, j'étais curieux.
Alors le Health Data Hub, en fait, il est issu, comme je le disais, il y a eu le rapport Villani qui a vraiment dressé en fait un panorama de l'intelligence artificielle en santé, l'intelligence artificielle dans le secteur public, et qui a identifié la santé comme étant un domaine critique. On a énormément de données, on est peut-être l'un des pays avec le plus de données de santé au monde, structurées, pas disséminées dans le monde public, c'est vraiment privé, c'est donc vraiment géré par le monde public. Et ils ont identifié d'abord cette zone d'intérêt. Et ensuite, au sein des ministères, il y a eu donc une personne qui s'est dit mais tiens, j'ai un projet assez intéressant dans le cadre d'un financement FTAP, donc qui est un financement qui permet de dynamiser des projets d'innovation dans le monde public. Il y a eu la proposition de créer cette structure au début de manière assez humble et qui finalement a plu aux puissances publiques et qui ont financé la création donc du Health Data Hub comme un groupement d'intérêt public. Donc c'est plus vraiment une initiative qui à la base est née au sein de l'adresse de créer ce hub et qui a ensuite été vraiment portée par les puissances publiques parce que c'était aligné complètement avec une stratégie qui avait été dessinée juste avant, donc celle de Cédric Villani à travers son rapport. Allez-y. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus de renseignements sur la sécurité des données de santé des patients qui sont donc collectées, qui sont donc hébergées apparemment, vous êtes avec Microsoft Azure, on ne va pas revenir sur le débat, mais vous pourriez nous redonner un petit peu d'actualité sur cette question? Merci. Bien sûr. Alors, on parle effectivement de données de santé personnelles. Donc, c'est des données qui sont extrêmement sensibles. Si on s'appuie sur le cadre du RGPD, on est dans des données personnelles et dans la catégorie sensible. Donc, ce sont des données qui doivent être gérées avec un niveau de sécurité qui est adapté à ce type d'information. Tout d'abord, on est dans un cadre de recherche. Autrement dit, on n'a pas besoin d'être capable d'identifier directement les individus derrière finalement ces données-là. Donc ça, c'est un premier niveau de sécurité qui est que aucune donnée qui rentre dans la plateforme technologique du Health Data Hub n'est directement identifiante. On atteint, on va dire, un niveau qui s'appelle la pseudonymisation. Donc ce n'est pas de l'anonymisation. On n'enlève pas les moyens de réidentifier ces informations personnelles si on apporte des informations complémentaires. Donc, par exemple, si on prend le scénario catastrophe qui est un hacker vient réussir à récupérer les données au sein de la plateforme, il va devoir récupérer des informations complémentaires, par exemple en attaquant un hôpital pour les récupérer. Donc, on est dans un cadre qui a un certain niveau de protection, celui où on vient désidentifier les données au sein de la plateforme. Par contre, on le sait et c'est accepté qu'il y a un niveau d'identification possible. Et c'est un état qui est nécessaire parce que c'est le seul état qui permet aussi à la recherche d'être conduite. Donc ça, c'est un premier niveau. Toutes les données qui arrivent, elles sont pseudonymisées avant d'arriver au sein de la plateforme. Ensuite, évidemment, on va avoir un certain nombre de mesures de sécurité. Donc le stockage, il est réalisé en France et uniquement en France. On est sur un stockage qui est certifié hébergeur de données de santé. On va avoir des données qui sont chiffrées à l'intérieur. Donc il y a plusieurs niveaux de chiffrement au niveau des transferts, au niveau du stockage. On va avoir une gestion des clés. Donc je ne vais pas rentrer peut-être dans les mesures de sécurité concrètes, mais il va y avoir un ensemble d'efforts qui est concerté pour s'assurer finalement que les données, peu importe l'état à laquelle elles soient le moins possible exposées et le plus possible chiffrées, structurées, etc. Alors ensuite, il y a des questions aussi sur la plateforme qui héberge ces données, donc Microsoft Azure. Concrètement, il y avait au moment de la sélection des différentes plateformes une réflexion sur quelle plateforme pourrait apporter finalement un niveau de service adapté au travail qu'on veut réaliser. Malheureusement, à ce moment-là, quand on a fait cette analyse, il n'y avait pas d'acteurs européens qui avaient un niveau de fonctionnalité suffisant pour permettre à l'écosystème de recherche, dans les délais qui nous avaient été imposés, de mener à bien leur projet de recherche. Et donc il y a eu un choix de se dire, il faut avancer sur ce sujet-là et créer une plateforme, tout en sachant que de toute manière, la réversibilité, c'est quelque chose qui est critique pour nous. Donc le fait de pouvoir passer sur une plateforme qui serait plus, on va dire, souveraine ou européenne. Et donc, on a créé une plateforme sur un écosystème qu'on savait
non européens, mais qui apportaient le bon niveau de fonctionnalité, tout en gardant à l'esprit que le développement de cette plateforme devait se faire avec un souci de réversibilité. C'est-à-dire qu'on est en discussion avec des acteurs plus techniques et on prépare cette réversibilité. La plateforme a été designée, donc techniquement, encore une fois, on va être sur des principes d'infrastructure as code, etc., de non-adhérence avec les services managés du cloud provider. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais il y a eu un vrai effort pour pouvoir passer sur une plateforme qui serait plus adaptée finalement au contexte, de la logique de plateforme souveraine une fois qu'elle sera mise à disposition. Il y a eu aussi beaucoup de discussions contractuelles avec le cloud provider pour s'assurer que ces données n'allaient pas être récupérées dans des cadres qui ne seraient pas tout simplement légaux ou autorisés par le droit français et européen. Encore une fois, un certain nombre de clauses contractuelles qui ont été signées avec Microsoft pour s'assurer qu'il n'y allait pas avoir de situations qu'on ne voudrait pas, on va dire, voir apparaître. Et c'est vraiment une logique, d'un côté, de la sécurité des informations en tant que telle. On est sur une plateforme qui est considérée comme techniquement comme l'une des plus sécurisées au monde. Il n'y a jamais eu de brèche de la plateforme, on va dire, Microsoft Azure connue en termes des services en tant que tels, et nous on a rajouté un certain nombre de niveaux de sécurité dessus pour s'assurer notamment que même Microsoft ne soit pas capable lui-même d'accéder aux données déchiffrées, et ensuite contractuellement un certain nombre d'appareils qui ont été mis en place, notamment pour se prémunir de certaines lois américaines qui pourraient permettre un accès aux données. Tout simplement, si l'État américain, Microsoft, n'est pas capable d'identifier les personnes au sein de la plateforme, ils ne peuvent pas normalement, on va dire, utiliser leur loi propre pour aller chercher les données de Monsieur X, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qui est Monsieur X au sein des données. Voilà. Autre question ? Bonjour. Pour contourner ce problème, il y a la génération de données synthétiques et je vois que ça apparaît dans un de vos slides. Est-ce qu'on peut avoir un petit focus là-dessus, s'il vous plaît ? Alors oui, effectivement, les données synthétiques, c'est quelque chose d'important. Alors déjà, il y a plusieurs cas d'usage autour des données synthétiques. Humblement, on en a identifié 3. Il y a un premier qui est purement technique, c'est d'avoir des données qui structurellement sont similaires aux données réelles et qui permettent finalement de faire des tests techniques, de préparer l'ingestion de certaines bases, ou alors juste de donner quelque chose de similaire à des acteurs qui seraient intéressés juste de savoir à quoi ça ressemble. Il y a un deuxième cas d'usage qui est peut-être plus intéressant, qui est celui de la formation. Donc là, on va chercher finalement des données qui vont être vraisemblantes. Ok, c'est pas quelque chose qui est surprenant, par exemple, il n'y aura pas de date de sortie d'hôpital après une date d'entrée d'hôpital, enfin l'inverse, pardon, une date d'entrée d'hôpital qui arrive après une date de sortie, donc un certain nombre une certaine logique au sein des données pour que les étudiants finalement ne se retrouvent pas, on va dire, surpris quand ils lisent les données, mais sans réelle recherche finalement de représentativité, donc sans réalité statistique au sein des données. Un étudiant, en tout cas, quand il se forme sur ces données, n'a pas besoin de travailler sur des données synthétiques qui reflètent finalement la réalité, par exemple, sur le sol français. Et enfin, il y a un troisième type de cas d'usage qui va être celui des études de faisabilité, donc préparer un projet de recherche et s'assurer finalement qu'il va pouvoir avoir lieu sur les données réelles, potentiellement même réalisé sur des données synthétiques. Donc ça, c'est le troisième grand cas d'usage qu'on a identifié à date. Très certainement, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, c'est évidemment une façon, créer des données synthétiques, qui est extrêmement importante pour ouvrir les données. Parce qu'on sait que pour accéder aux données réelles, il y a un effort conséquent et des délais conséquents encore actuellement pour pouvoir mener à bien, pour pouvoir accéder à ces données-là. Et donc, avoir des données synthétiques qui sont par définition anonymes, partageables, c'est quelque chose qui permettrait d'accélérer et d'avancer bien plus vite sur ce sujet. Et donc, dans cette logique-là, on a commencé par le premier cas d'usage, celui le plus simple, donc la génération de données synthétiques pour répondre à des besoins techniques. On en a en interne, on doit préparer l'arrivée de ces bases-là, et évidemment, on les met à disposition de nos partenaires. Donc, les codes et les données seront ouvertes pour que la communauté puisse en bénéficier. Mais on a commencé par ce cas d'usage-là. Et maintenant, on est en train de s'organiser autour d'un certain nombre de projets et avec des partenaires pour, d'une part, générer des données qui seraient
vraisemblables, donc sur le SNDS ou sur d'autres bases de données, et à la fois sur des données qui seraient cette fois-ci représentatives des données réelles, avec une véracité statistique. Et comment on avance concrètement sur ces sujets-là? On crée des partenariats. Donc on a un partenariat avec un acteur français, une start-up française qui s'appelle Octopies, pour commencer à creuser le sujet, identifier aussi et analyser leurs propres méthodes de travail. On est en discussion avec certains groupes d'hôpitaux qui veulent répondre à un grand appel à projet pour justement réaliser un certain nombre de jeux de données synthétiques pour faire avancer, notamment à des fins de formation. Donc on a actuellement un premier jeu et on a un certain nombre de partenariats pour pouvoir creuser cette question. Bonjour, Damien Dubois, président de l'association Aider à aider. J'ai aussi une casquette de journaliste santé d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez comme exemple de collaboration, de partenariat direct avec des associations de patients? Là, vous avez donné quelques exemples justement, hôpitaux et autres, avec les associations de patients directement. Alors, si on fait un pas en arrière par rapport au Health Data Hub, on va avoir 4 grands axes stratégiques. Un axe sur la gestion des données, un axe sur l'accès aux données, un axe de rayonnement plus au sein des communautés expertes, et on a un dernier axe qui est celui de l'acculturation, de la sensibilisation de la communauté citoyenne. Je ne suis pas un expert sur ce sujet, donc je ne pourrais pas vous donner beaucoup d'exemples concrets, mais par exemple, on va travailler avec un certain nombre de grandes associations de représentants des patients, des citoyens sur cette thématique-là. Je peux peut-être, alors j'ai pas là d'exemple très concret parce que c'est pas réellement mon sujet, mais je sais qu'il y a de très gros partenariats qui ont été créés, je crois, avec France Asso Santé, etc., qui ont été annoncés sur notre site ou dans la presse de manière générale sur cette thématique. Donc, je ne peux pas malheureusement vous les décrire, mais je peux vous inviter à regarder un peu sur le web ou sur notre site web. Vous aurez un certain nombre de communiqués de presse qui détaillent réellement ce qu'on fait là-dessus. Mais c'est vraiment un axe stratégique. On a une direction au sein du hub qui travaille spécifiquement autour de cette thématique, la direction citoyenne, et on a un certain nombre de projets en cours sur ce sujet-là. Je prends une dernière question. Très rapide parce que tu me laisses jusqu'à 8h35. Deux questions. En fait, il y a 2 questions. Je donne un jeu de données en tant que producteur de données, voilà, un registre sur les arrêts cardiaques ou un chose comme ça. La gouvernance de cette donnée, cette base, après, je perds complètement la main. Voilà, donc ça c'est la première question. Et deuxième question, le caractère éthique de l'utilisation de la donnée. Comment vous l'avez abordé, parce qu'on est sur des données de santé. Alors, en termes de gouvernance de la donnée, l'objectif n'est pas du tout de soustraire le producteur de la donnée dans cette grande question. Elle est réalisée avec le producteur de la donnée. On a de toute manière besoin du producteur de la donnée pour finalement savoir ce qu'il y a au sein de la donnée, pour pouvoir la maintenir. Ce n'est pas nous qui allons générer ex nihilo ces données, donc on a besoin d'entrer dans une logique partenariale avec le producteur de la donnée. Et ça va même plus loin parce qu'on est en discussion avec les forces publiques autour de 2 grandes thématiques, autour de la valorisation de ces données. Donc comment s'assurer finalement qu'il y a un retour auprès des producteurs de données, ne serait-ce que pour maintenir ces bases de données-là, et dans une deuxième logique de création en fait, d'entrepôts de données santé, donc vraiment des structures au sein des instituts de santé, au sein des producteurs de données, pour qu'ils puissent générer, structurer, rassembler, et ensuite permettre potentiellement une utilisation locale et de simplifier le partage avec des structures telles que le Health Data Hub pour des cas d'usage qui seraient plus nationaux ou internationaux. Mais en tout cas, c'est une vraie logique de partenariat qui est créée avec les producteurs de données d'un point de vue gouvernance. Il y a la deuxième question que vous avez posée, qui était sur l'éthique. Il faut savoir qu'accéder aux données de santé en France passe par 2 étapes nécessaires. Donc c'est des étapes qui sont obligatoires et auxquelles finalement personne ne peut se soustraire. C'est un passage d'une part devant le CESRES et d'autre part devant la CNIL. Il se trouve qu'il y a un passe-droit au niveau de la CNIL qui sont les méthodes de référence, mais c'est quelque chose donc qui est encadré par la CNIL. La première étape, celle du CESRES, elle se base et elle analyse justement le côté scientifique et éthique de chacun des projets. Donc quand on veut accéder aux données de santé françaises
pseudonymisées, donc pas celles qui sont anonymisées, celles qui contiennent encore un niveau personnel, il est nécessaire de passer devant ce comité qui rassemble un certain nombre d'experts ou de pointures autour de cette thématique-là et qui va expressément analyser ces aspects-là. S'il donne un avis défavorable, le projet ne passe pas et n'aura pas accès aux données de santé. Évidemment, généralement, c'est revoyez votre copie, voici les recommandations pour l'améliorer. Mais donc, il y a un passage obligatoire, une porte pour s'assurer du côté éthique, finalement, du projet réalisé. Et évidemment, tout acteur doit s'y soustraire. Les assurances, etc., qui ont aussi de très bons projets, de très bonnes idées, passent par cette étape. Et généralement, le regard est un peu plus pointu dans ces cas-là.